Le match des invités, nos sociétaires connaissent bien. On va rappeler à nos invités qu'il ne s'agit pas bien évidemment de match, d'une confrontation entre les invités. C'est plutôt un partage, un échange dans cette émission, puisque chacun des invités, Claire Lapeyronie, dans quelques instants, vous poserez une question à Djalil, et Djalil également, vous poserez une question à Claire Lapeyronie, la maire de Pont-Saint-Esprit, et les sociétaires également. On va démarrer avec vous, si vous voulez bien. J'ai quelques questions pour vous, Claire Lapeyronie. La première question que je voulais vous poser, comment vous vous retrouvez dans cette galère ? Je parle bien évidemment, vous l'avez compris, de cette élection partielle intégrale dans votre commune à la fin du mois d'avril. Oui. Alors moi, effectivement, moi je suis le maire de Pont. Et en tant que maire de Pont, moi je veux que les projets avancent. C'est pour ça que j'ai été élue. C'est le contrat qui me lie aux Spiripontains, aux Spiripontaines. Et force est de constater que l'an dernier, les projets n'avançaient plus. Il y avait une situation de blocage interne. Donc moi, à l'automne, j'ai pris mes responsabilités. J'ai retiré des délégations des élus, c'est pas simple, parce que c'était vos amis. J'ai longuement réfléchi, mais moi, l'intérêt premier, c'est les Spiripontains. Et quand on m'empêche de mener à bien des projets pour Pont-Saint-Esprit et donc pour les Spiripontains, je me rebiffe. C'était un peu comme les frondeurs de François Hollande ? C'était des personnes qui n'étaient pas dans l'intérêt de Pont-Saint-Esprit. Donc j'ai pris mes responsabilités. Alors ça a été un peu un tsunami, ça n'a pas plu. Moi je constate aujourd'hui que ces élus ont démissionné. Moi je suis aux manettes, je suis au service toujours et encore. Et j'espère pour longtemps des Spiripontaines et des Spiripontains, avec une équipe qui est d'autant plus soudée, d'autant plus engagée pour Pont-Saint-Esprit. Voilà. Vous êtes à la fois sereine pour cette élection partielle intégrale et autour de vous, beaucoup de gens, dans vos amis, dans vos soutiens, sont inquiets de cette élection. Claire Lapeyronie, pourquoi vous êtes aussi confiante ou aussi sereine ? Je suis au travail, moi. Je suis au travail. D'abord, je gère une ville de 10 700 habitants. Donc là, on vient de passer le débat d'orientation budgétaire. On vote le budget demain de cette ville. Donc je suis au travail, toujours pareil, dans l'intérêt des Spiripontains, dans l'intérêt de la ville, avec une équipe, comme je disais, soudée, des agents aussi, plus engagés que jamais pour répondre aux problématiques des Spiripontaines et des Spiripontains. Et j'ai des soutiens, effectivement. Vous savez, la sérénité, on l'a une fois que le deuxième tour est passé. Donc, il faut faire confiance aux électeurs. La démocratie doit jouer. Moi, ce soir, je veux, comme chaque soir, avoir un discours de vérité, avoir une interview où on peut se dire les choses. Et il faut vous poser des questions parce qu'il y a une réalité. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation parce qu'effectivement, vous avez probablement eu des frondeurs ou en tout cas des gens qui ne vous permettaient pas d'avancer pour l'intérêt général. Mais il y a quand même des critiques sur votre gestion municipale. D'abord, la question de la sécurité à Pont-Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Parce que c'est l'une des critiques qui remontent. Alors, sur les critiques, d'abord, pour faire des choses... Il y a la sécurité et la propreté. Voilà, pour faire des choses dans une ville, d'abord, il faut en avoir les moyens. Donc moi, j'ai redressé les finances de la ville. Là, on vient de voter, donc on va voter le budget demain, où on n'a jamais autant investi, et on va jamais autant investir à Pont-Saint-Esprit. Donc moi, j'ai redressé avec mon équipe les finances de la ville, et j'ai les marges de manœuvre pour faire les choses. J'ai pas à rougir de tout ce qui a été fait pour Pont-Saint-Esprit. En matière de sécurité, moi j'ai toujours augmenté le nombre de caméras. Il y a 52 caméras de vidéoprotection à Pont-Saint-Esprit. J'ai augmenté le nombre de conseillers municipaux, de policiers municipaux, pas de conseillers municipaux, et j'ai construit une gendarmerie. Moi, on parlait des problématiques de l'État tout à l'heure. Moi, j'ai pallié le manque de l'État et la commune, le contribuable spiripontain, a apporté une gendarmerie pour la sécurité du territoire à hauteur de 6 millions d'euros. Franchement, moi j'aurais préféré que l'État sur la propreté. Bien évidemment que c'est un sujet qui est porté aujourd'hui par l'agglomération du Gard-Rhodanien, mais j'ai envie de dire que dans d'autres communes de l'agglomération du Gard-Rhodanien, les choses se sont mieux passées qu'à Pont-Saint-Esprit. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai pris ma part sur cette thématique à Pont-Saint-Esprit. Je rappelle juste pour les personnes qui nous regardent, la collecte, c'est la compétence de l'agglo. La propreté ville, c'est la compétence de la commune. Moi, sur la propreté, dans un mois, je vais avoir une nouvelle balayeuse. Dans un mois, j'aurai un double camion benne. J'ai renforcé les équipes de la propreté ville. Donc, ils ramassent 1 tonne par jour, mes agents, de déchets.
On a aussi verbalisé les gens. Donc moi, j'ai rien à me reprocher sur ce sujet-là. Par contre, il y a encore des points noirs. À Pont-Saint-Esprit comme à Bagnoles, cette redevance incitative, c'est compliqué. Mais quand les choses sont compliquées, nous, on est là pour trouver des solutions avec l'agglomération du Garaudagnin. Donc, moi, j'ai pris ma part. Maintenant, il faut que l'agglomération du Garaudagnin prenne sa part et maille mieux le territoire sur... Un des derniers reproches qui est exprimé, qui revient régulièrement, c'est peut-être une question un peu d'absence également à la municipalité. Est-ce que ça, c'est faux ou est-ce que c'est utilisé uniquement par vos opposants ? Alors oui, vous savez, quand on est opposant, tous les arguments sont bons. Moi, je suis 100% engagée pour Pont-Saint-Esprit. J'y travaille, j'y vis, j'y consomme. Moi, mon parti, c'est Pont-Saint-Esprit. Donc, je suis totalement engagée pour les Spiripontins depuis de nombreuses années et je ne vais pas changer. Moi, c'est ce qui m'anime. Et moi, si je fais de la politique, c'est pour changer le quotidien des Spiripontaines et des Spiripontins. Alors, c'est pas facile, parce qu'on l'a dit, il y a des collectivités qui ont des grosses contraintes aujourd'hui. Mais moi, je me bats. Je suis dynamique et je vais chercher des financements. Je travaille avec tout le monde, avec le département, avec la région, avec l'État, pour redresser Pont-Saint-Esprit. Et nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, les finances sont saines. Je vous rappelle qu'en 2011, Pont-Saint-Esprit était la ville la plus endettée de France. Donc, c'est un bon bilan. Et moi, je veux continuer à poursuivre ce travail pour la ville. Qu'est-ce que vous allez leur proposer pour les 2 dernières années à vos administrés ? Alors là, le programme, moi, j'ai pas entendu les élections pour faire le programme, parce que le programme, moi, c'est ma feuille de route en tant que maire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors ? Il y a des choses à faire, puisque maintenant les finances sont saines, on a des marges de manœuvre. Et là, un exemple concret, la piscine. Au départ, on ne l'avait pas prévu, mais grâce à la bonne gestion des finances, j'ai les moyens de rénover la piscine municipale. Et l'été prochain, on aura une belle piscine municipale à Pont-Saint-Esprit. Le Rassemblement national, tout le monde en parle. Alors pas qu'à Pont-Saint-Esprit, parce que j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, sur l'agglomération, sur le Garaudagnin, sur le territoire du Garaudagnin aujourd'hui, il y a une inquiétude de l'installation ou de la capacité du Rassemblement national à exister sur ce territoire qui pourrait être demain un peu le deuxième territoire du Gard comme la petite Camargue. Est-ce qu'à Pont-Saint-Esprit, aujourd'hui, votre chance incroyable du Rassemblement national, c'est d'avoir quelqu'un en fait qui ne connaît rien de Pont-Saint-Esprit ? Alors moi, j'ai pas peur du Rassemblement national, j'ai peur de personne, mais c'est comme tout, il faut travailler. Il faut travailler pour faire en sorte que Pont-Saint-Esprit ne soit pas aux mains du RN aux prochaines élections. Vous savez, moi je parle pas RN, je parle d'extrême droite. L'extrême droite, elle joue sur les peurs, elle n'apporte pas de solution. Et moi, j'ai pas envie de ça pour Pont-Saint-Esprit. Donc je me bats avec mon équipe, avec ma liste, qui est aujourd'hui complètement à fond pour ces élections. Ils sont en réunion d'ailleurs en ce moment, là, et je vais les rejoindre après. Je me bats pour que Pont-Saint-Esprit ne tombe pas aux mains du Rassemblement national. Un dernier mot avant de donner la parole à Djalil, puisqu'il a une question pour vous et à mes sociétaires. Une question sur le message que vous voulez porter à vos électeurs, aux administrés de Pont-Saint-Esprit, qui aujourd'hui sont peut-être dans le doute, dans l'hésitation, et se disent... il faut peut-être changer, voilà, parce qu'il y a un cafouillage politique et qu'il faut peut-être donner le pouvoir à d'autres. Alors vous savez, il y a eu une vague de dégagisme, c'est à la mode. Moi, je suis fière de tout ce que j'ai fait à Pont-Saint-Esprit. Je veux continuer parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec mon équipe, avec les agents. Moi, je crois à la force du collectif. On a eu des résultats, on va continuer à en avoir. Et encore une fois, tout le monde peut se présenter, c'est la démocratie. Moi, je fais confiance aux Spiripontaines et aux Spiripontins pour faire le bon choix le 28 avril et le 5 mai. Arnaud, votre question à Claire Lapéroni, la maire de Pont-Saint-Esprit. Je ne m'y attendais pas parce que ça devait être Djalil d'abord, donc on y va. Vous venez de décrire plutôt un bon bilan de ce début de mandat. Aujourd'hui, si vous deviez... vraiment mettre en avant une mesure emblématique qui va marquer justement ces 2 dernières années, donc hors la piscine que vous avez déjà citée, mais qui donne vraiment un cap pour les Spiripontains, vous parleriez de quoi ? Renforcer la proximité.
On a parlé de la problématique des poubelles, là. Donc ça, au budget, dès cette année, on renforce la proximité. J'ai parlé de l'achat de la balayeuse, du double camion benne, renforcer les agences, la propreté ville. La proximité, parce que quand on est maire, vous savez, quand les gens viennent me voir, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont toutes les problématiques qui leur arrivent. Et moi, je suis là, à leur écoute. Je retrouve des solutions. Donc c'est ça, la proximité, et puis aussi continuer les gros projets, parce que les choses ne seront pas en un jour. Le RN, il a le syndrome de la baguette magique, lui. Il n'y a pas de baguette magique quand on pilote une ville. Les projets, ça prend du temps. Il faut aller chercher les partenaires financiers. Et l'autre projet phare, c'est dérouler et finir le projet Hôtel-Dieu. C'est un projet de longue haleine. Et à la fin du mandat, il y aura un nouveau quartier qui va être créé dans cet Hôtel-Dieu, 69 logements, et à terme, donc, des commerces, une résidence senior, et puis aussi plein d'autres services dans ce quartier. Donc ça c'est un projet majeur qui va changer tout un quartier à Pont-Saint-Esprit. Catherine, votre question à Claire Lapeyronie. Alors, moi j'ai une question qui ne portera pas sur la gestion. On s'interroge souvent sur ce qu'apportent les femmes à la politique ou à la gestion d'une collectivité. Moi je vais vous demander ce que la politique apporte aux femmes. Et je soulignerai au passage quand même qu'il n'y a que 20% de femmes maires dans le Gard, en Occitanie et plus généralement. Et que ce serait quand même dommage qu'une femme ça parce maire... que les deux autres listes, les têtes de liste, c'est des hommes. Voilà, et en particulier le Rassemblement national, qui a quand même une conception très fermée de la gestion. Or là, on a entendu un discours ouvert, interterritorial, travailler avec le département, avec la région, etc. Voilà. Donc qu'est-ce que ça apporte à une femme d'être maire d'une collectivité avec toutes les difficultés que ça suppose, évidemment. Alors je crois que quand on fait de la politique, alors certains voudraient nous le faire croire, mais c'est pas genré. Un maire, c'est un maire. Un maire, il est là pour faire les bons choix, pour être à l'écoute de ses administrés, ça c'est très important. Redresser la barre si parfois on va dans le mauvais chemin. Donc être à l'écoute, c'est important. Donc moi je crois pas au genre du statut de maire. Bon, c'est vrai que je vous cache pas que parfois j'ai des questions un peu condescendantes, puisque je suis une femme. En gros, c'est la blonde de service et ça j'ai pu le vivre. Mais j'ai les épaules larges et je suis très bien entourée, j'ai une super équipe et encore une fois j'ai des agents, je veux leur rendre hommage parce que si ça tourne aussi c'est grâce à eux, c'est ça le service public, c'est ça le service au public en proximité et j'ai des personnes super engagées, donc voilà. Okay. Djalil Benabdillah, c'est à vous de poser une question tout de suite à Claire Lapeyronie. Donc Claire, on se connaît très bien, on a collaboré ensemble en tant que conseillers régionaux. J'ai une question qui concerne l'économie et notamment un des sujets qu'on a identifié qui pour nous est important, majeur, c'est celui du foncier économique. Tu le sais, ça fait partie, on va dire aujourd'hui, des denrées rares qui pose problème à un certain nombre de collectivités. J'étais venu dans ton territoire pour travailler avec vous, les élus et les représentants, sur le foncier économique. Je voulais savoir quelle suite a été donnée à cette réunion de travail sur laquelle on a engagé un certain nombre de réflexions. Alors là, je précise que là, c'était des réunions donc au niveau de l'agglomération du Gard rhodanien, parce que l'agglo a la compétence de développement économique sur ces questions-là. D'abord, je voulais te remercier, Djalil, parce que dans ta longue tournée de tous les territoires, de tous les départements sur ces questions de stratégie foncière, et à ma demande, tu es venu en priorité. Ta première réunion, ça s'est fait en Gard rhodanien, parce qu'il y a des gros enjeux dans le Gard rhodanien de stratégie foncière. Donc ça avance, l'agglomération du Gard rhodanien porte une étude sur cette stratégie foncière à l'échelle des 44 communes. Et c'est vrai que sur la commune de l'Ardoise, il y a une ancienne friche d'ArcelorMittal qui est un foncier énorme. Donc il faut avancer sur cette question. Donc à l'échelle nationale, vous savez qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Business France qui a été lancé. Et cette friche, grâce à tout le travail qui est fait autour de cette friche elle-même à l'Audin-l'Ardoise, cette friche donc a été fléchée pour faire partie
de cet ami Business France. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire avoir des financements via la Banque des Territoires, des financements de l'État, pour réintroduire dans ce secteur du Gard rhodanien, qui est déjà le deuxième pôle industriel de la région Occitanie, c'est pas rien, donc pour conforter dans cette place, faire de revenir à la fois des entreprises et puis de l'emploi. Donc ça, c'est un gros enjeu. Donc en tous les cas, ça avance bien. Il y a eu des réunions techniques ensuite après ta venue, Djalil, et c'est un gros enjeu pour le territoire. Et donc entre Djalil et moi et le président de l'agglomération, ça va avancer. Merci Claire Lapeyronie d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous laisse à présent poser une question. C'est à votre tour. On switch. C'est votre question à Djalil. Oui. Alors Djalil, on parlait de ta tournée dans les 13 départements là. Donc tu es quelqu'un de passionné. On se connaît bien aussi. Et tu incarnes finalement à la région Occitanie le développement économique, et ce rayonnement à la fois national et international même de la région. Donc je voulais te poser la question, si concrètement, ce rayonnement qui est grand, comment ça peut se traduire ici à l'échelle de la région elle-même, du Gard, et puis si on zoome encore plus à l'échelle du Gard rhodanien. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter concrètement ? Alors, moi, je m'occupe d'économie et d'emploi, notamment, et de réindustrialisation, et donc la coopération internationale, et c'est ma collègue Nadia Pelfi qui s'en occupe. Mais par contre, tout le volet économique, je m'en occupe aussi à l'international et au national. Quand je vais à Bruxelles, pour donner des exemples très concrets, je vais rencontrer un certain nombre de décideurs et je vais essayer d'identifier quels sont les financements, par exemple, potentiels pour la région Occitanie et pour les territoires. Et c'est du concret. L'Europe, on va probablement en parler, on est à la veille d'élections importantes, c'est du concret pour nos citoyens et pour les territoires. Quand on fait la rentrée la moins chère de France avec l'ordi à 1 euro, quand on fait payer... C'est l'Europe, c'est du FEDER par exemple. Donc je vais aller chercher tout ce qui est possible de ramener au niveau des territoires et notamment dans le tien. Quand je vais, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'étais à Paris, où je représentais la présidente Carole Delga en nom des régions de France, parce que Carole Delga est présidente des régions de France. Et on était dans une réunion, c'est le Conseil national de l'hydrogène, et ce Conseil national était présidé par le ministre Lescure. Donc, et la décision, c'est quoi ? C'est de voir quelle est la stratégie nationale au niveau de l'hydrogène, des énergies renouvelables, et donc le futur de ces énergies, mais comment il va accoler aux réalités de nos territoires. Donc, si moi, je ne porte pas cette voix-là, celle des territoires, et le tien est concerné. Par exemple, un projet, on venait de parler de foncier économique, pourrait concerner un projet de renouvellement, donc d'énergie renouvelable ou d'hydrogène, pourquoi pas, à côté de la filière traditionnelle qui est celle du nucléaire et que tu sais qu'on soutient aussi. La politique européenne en matière de nucléaire est importante pour votre bassin de... Donc, on n'est pas si déconnecté de ça. Au niveau national et international, on va porter les préoccupations des territoires et la réalité économique de nos concitoyens. Dans quelques instants, Djalil, je vais donner la parole à mes sociétaires qui ont une question pour vous, mais d'abord, quelques questions. Je voudrais que ce soir qu'on essaie d'être concret, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en charge du développement économique, de l'innovation, de l'emploi et de la réindustrialisation, mais souvent ce qui revient des chefs d'entreprise et probablement de ceux qui nous regardent ce soir et qui vont regarder dans les prochains jours cette émission, c'est de dire comment la région, elle peut m'aider. Elle peut m'aider dans le cadre, j'ai envie de dire, du développement de mon entreprise, parce que je suis dans l'innovation dans mon entreprise, parce que je rencontre des difficultés dans mon entreprise en matière de trésorerie ou pour d'autres interrogations. Comment la région Occitanie aujourd'hui, que vous représentez ce soir sur le volet économique, peut m'accompagner ? Bon, il faut le savoir que la région, c'est le chef de file du développement économique. La loi NOTRe nous a donné cette compétence, vous le savez, et donc aux côtés de l'État, on agit pour irriguer tous les territoires en matière d'implantation d'entreprises, de soutien aux entreprises existantes, bien sûr, pour qu'elles se renforcent et qu'elles grandissent,
et puis qu'elle s'internationalise, et aussi, bien sûr, pour créer de la richesse et de l'emploi partout dans le territoire. Moi, dans ma feuille de route, j'ai une commande de la présidente Carole Delga, c'est de dire territorialiser notre économie pour qu'elle puisse être ressentie, sa réalité doit être ressentie partout dans tous nos territoires, et pour éviter l'hypermétropolisation, parce que 9 entreprises sur 10 qui viennent en Occitanie sont attirées par les 2 grandes métropoles, Toulouse et Montpellier. Et donc, notre travail avec l'Agence de développement économique ad hoc, c'est justement de convaincre, avec un accompagnement au plus près, les entreprises de s'installer dans d'autres territoires et pas forcément dans ces métropoles. Il y a celles qui s'installent, mais celles qui sont déjà là et qui ont besoin d'aide. Est-ce que la région est une bonne porte d'entrée? La preuve, c'est que pendant la période Covid, la région a mis sur la table 800 millions d'euros d'aide. C'est en moyenne le double des autres régions françaises. C'est un effort colossal pour soutenir en direct, je dis bien en direct, en aide, en subvention, en avance remboursable, plus de 65 000 entreprises. Donc c'est très concret. On peut continuer ici sur le Gard, c'est 24 millions d'euros qui ont été déployés auprès des entreprises gardoises et de l'économie gardoise, dont 12 millions, on va dire, pour la période Covid, donc en mode exception. Ça va du petit commerce donc à la PME structurée, à l'ETI. Donc on a irrigué notre économie, on l'a soutenu, on a maintenu l'emploi qui était menacé dans toutes les filières. Pardon. Et puis on a aussi la responsabilité, donc en termes de développement économique, d'anticiper. Donc 2 choses. On structure des filières importantes pour nous, l'aéronautique, le numérique, les biothérapies. Je peux continuer. On va voter demain, on va présenter à l'Assemblée plénière la filière nautisme. Enfin, on structure des filières. Mais de l'autre côté, on va soutenir l'existant, bien sûr, je l'ai dit, pour qu'il continue à grandir, à créer de la richesse et à implanter, bien sûr, de l'activité et de la croissance. Donc, on a aussi l'anticipation en matière de transformation de notre économie. Ça veut dire prévenir les métiers de demain, les reconversions, etc. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, pour l'État, il doit reconsidérer l'emploi de ses fonctionnaires. Eh bien, l'économie a déjà commencé sa mutation, elle sait le faire, et donc l'État serait bien inspiré de ça. Il y a des inquiétudes aujourd'hui sur les 13 départements de la région Occitanie, c'est l'emploi, parce que cette crise économique dont on parle depuis le début de l'émission, elle va avoir des conséquences aussi pour des entreprises qui ne vont peut-être devoir se séparer d'une partie de leurs salariés. La région est moteur aussi sur la question de l'emploi, puisque vous dirigez à travers cette vice-présidence. On connaît bien, je crois, les salons TAF qui interviennent dans l'ensemble des départements. Mais est-ce que là aussi, sur la question emploi, il y a des solutions qui sont apportées par la région Occitanie? La réponse est oui, clairement, parce qu'on est en pleine période de TAF. Moi-même, j'ai inauguré celui d'Alès, celui de Nîmes, celui de Toulouse, et on voit le succès que il y a beaucoup de monde dans ces salons TAF. Et puis, il y a des offres d'emploi directes proposées par les entreprises. Il y a tous les partenaires de la formation, de l'orientation, et donc qui sont présents à nos côtés, les missions locales, France Travail. Enfin, on fait PAC ensemble pour pouvoir avoir des réponses très concrètes, très pragmatiques, et donc on a des résultats. Au-delà de la fréquentation, donc la proximité dans tous les territoires, nous avons nos maisons de la région, donc qui apportent des réponses très concrètes. Oui, donc, ici dans le Gard, il y en a une à Nîmes et une à Alès. Et on a une représentation aussi à Bagnoles. Donc on a la proximité et on a aussi, on va dire en matière d'emploi, effectivement une réalité économique qui est des disparités entre nos 13 départements. Certains départements qui sont à des taux de chômage, on va dire, très bas, qui sont au-dessous de la moyenne régionale et nationale, et des départements comme le Gard ou l'Hérault ou les PO qui sont à des niveaux très élevés de chômage. Donc il y a un travail particulier sur ces zones à fort enjeu. Je pense à ce qu'on a mis en place, par exemple, avec Genvia autour de l'hydrogène, donc un projet, un écosystème qui s'appelle Eden, qui regroupe l'ensemble des acteurs et qui travaille sur tous les items de l'économie, ça veut dire la formation, l'économie, l'investissement, et qui sera pourvoyeur d'emploi de demain. De demain. Donc la région est à la manœuvre, elle était actionnaire. Et anticipe également. Elle était autour de table au tout début, en actionnariat, mais aussi en soutien. Un mot également pour terminer sur votre délégation, la réindustrialisation. On entend ça depuis le Covid. C'est-à-dire il faut absolument que les industries rentrent en France pour la question du médicament, pour d'autres interrogations. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la région sur la question de la réindustrialisation? Je crois que d'ailleurs Alès est concerné.
Oui, Alès est concerné, Toulouse est concerné, le Tarn, l'Ariège. En fait, tous nos départements sont concernés. Quand vous annoncez la création de la première usine européenne qui va faire du paracétamol, on est dans le concret de la réindustrialisation et de la reprise en main de notre souveraineté sanitaire. On est sur les items de la souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, et donc on travaille sur tout cela. Pour accompagner cela, il faut de l'investissement. Donc on a mis en place, la présidente a souhaité à ce qu'on double le fonds régional, le fonds souverain régional, qui était de 200 millions d'euros sur la première mandature, qui est passé à 400 millions d'euros. On a créé Octet, Occitanie Transition écologique, et le fonds ARIS, qui est l'agence régionale des investissements stratégiques, qui nous permet d'être actionnaires dans certains projets importants, structurants pour le territoire, dans tous les secteurs. Et donc on continue à accompagner. On a aujourd'hui une des meilleure région. Je laisserai la présidente annoncer les résultats récents qui nous montrent une vraie dynamique sur les IDE, les investissements directs étrangers. On a accompagné plus de 136 investissements directs étrangers ici, donc qui sont aussi pourvoyeurs d'emplois. Donc, on s'occupe du présent, c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà sur le territoire pour les renforcer, et on s'occupe aussi de l'attractivité de notre région. Un mot aussi sur l'emploi. On a lancé, j'ai fait une tournée pour le foncier, mais je fais actuellement une tournée qui s'appelle « Passer en mode DEVECO » dans nos 13 départements, pour aussi anticiper les mutations, ce qu'on appelle les transformations de modèle économique. En clair, c'est quoi ? On incite les entrepreneurs, les acteurs institutionnels et les élus à se mettre ensemble autour de la nécessaire anticipation de ces mutations, qui sont sur 3 points très précis. La première mutation, c'est la prise en compte de l'enjeu environnemental et écologique. C'est une nécessité aujourd'hui, ce n'est plus un choix pour les entreprises. Le deuxième, c'est la technologie et les digitales, qui aussi sont des transformations importantes. On connaît bien ici. Et le troisième, que la crise Covid est venue cristalliser, et le contexte géopolitique aussi qu'on connaît, c'est le social et le sociétal. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou, on parle de partage de la valeur, on parle de lutte contre toutes les formes de discrimination, d'égalité femmes-hommes, on parle d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, on parle de choses au-delà seulement de la RSE, on va aller beaucoup plus loin, l'entreprise comme acteur socio-économique de notre développement. Un tout dernier mot, Gianni Benabdina, on a une interrogation d'un de nos téléspectateurs qui dit tout simplement « Comment se porte l'économie en Occitanie ?» Alors, on a connu le ralentissement que la nation a connu, évidemment, mais on a mieux résisté, je le dis, on a mieux résisté que d'autres régions de France. On a des chiffres qui sont complètement factuels. Le dernier rapport de la Banque de France l'a prouvé, y compris dans le bâtiment qui connaît bien sûr des heures difficiles. Nous avons une progression de plus de 3,5%, dans les services, dans l'industrie à plus de 5%. Donc nous sommes en progression malgré le ralentissement par rapport aux années précédentes. Donc on a plutôt une économie qui résiste. Résiliente ici. Et qui résiste mieux qu'ailleurs. On le voit aussi sur le taux de chômage, bien sûr, qui résiste mieux qu'ailleurs. Juste une dernière importante sur le taux de chômage, il faut le corriger toujours. La présidente Carole Delga le rappelle à chaque fois. Nous sommes la région la plus attractive de France. C'est très important de mettre en perspective cela. Nous recevons entre 40 et 50 000 nouveaux habitants par an, dont la moitié sont des actifs. Ce n'est pas seulement des personnes qui viennent ici parce qu'il fait beau ou parce qu'il y a le soleil, pas du tout. La moitié sont des actifs. Donc il faut qu'on crée chaque année minimum 20 000 nouveaux postes pour ces gens-là, puis plus le logement, plus la mobilité, plus toutes les infrastructures nécessaires, évidemment, pour que le chômage n'augmente pas. Donc, c'est à comparer par rapport à des régions qui perdent de la population et qui pourraient structurellement voir leur taux de chômage diminuer. Donc c'est important de voir la dynamique aussi avec cette correction. Dans sa globalité. Catherine, votre question à Jalil. Oui, tout à fait. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, on parle effectivement dans la région ex-Languedoc-Roussillon et maintenant Occitanie d'un chômage de croissance. On a effectivement une forte croissance démographique et il faut accompagner cette croissance, et la région est une des plus dynamiques du point de vue de l'emploi, du point de vue de la création d'emplois, ce qui n'est pas apparent quand on regarde les taux de chômage, effectivement. Ma question, c'était un tableau extrêmement précis et dense là, effectivement, des politiques régionales qui, je crois, combinent assez bien le proche et le lointain, quoi. Enfin, effectivement, la petite entreprise et puis l'investissement étranger, enfin, qui combinent assez bien tout ça. Ma question, c'est quels sont les freins, quelles sont les difficultés pour conjuguer précisément transition écologique
protection de l'environnement avec, par exemple, ce qu'on connaît dans les PO, la sécheresse, les problèmes liés à l'eau, et développement économique, attractivité démographique. C'est quand même, sont quand même 3 phénomènes difficiles à concilier. Donc comment on fait ? Djalil. D'abord, on accompagne donc, par la formation, donc je l'ai dit, on a avec ma collègue Marie Castro tout un plan de formation qui accompagne toutes celles et ceux qui veulent se former pour les nouveaux métiers, notamment ceux de la transition. On a le revenu écologique jeune, on a un certain nombre d'outils, par exemple pour les entreprises qui s'appellent Innov'Emploi et qui permettent de former des gens à partir du moment où on leur promet un contrat de minimum un CDD de 6 mois. On a assoupli et accompagné en termes de financement et d'accompagnement donc tous ceux qui le souhaitent. Les secteurs en difficulté, nous avons des équipes spécialisées pour suivre les entreprises en difficulté. On a aussi des équipes pour l'attractivité et le rayonnement de notre région. Et puis, on a une politique de filière d'excellence. Vous le savez, nous sommes la capitale européenne de l'aéronautique et du spatial. Nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Nous avons le premier domaine européen dans le bio. Nous pouvons continuer. Nous sommes la région qui fait le plus d'efforts en matière d'investissement dans la recherche-développement. C'est 3,5% de notre PIB. Nous sommes largement au-dessus de toutes les régions européennes en cette matière-là. Cela se traduit aussi par la création de valeur, ça veut dire de start-up, d'innovation, etc. Donc, nous accompagnons sur tous les thèmes, on va dire, de l'innovation, de la création d'emplois, de la formation, etc., nos écosystèmes, et on travaille en mode, je l'ai dit, PAC, avec tous les écosystèmes, ça veut dire les clusters, les pôles de compétitivité, les réseaux d'entreprises, les syndicats professionnels. Nous sommes ensemble pour gagner cette bataille. Arnaud, c'est à vous. Votre question à Djalil Benabdillah. Alors, si vous le permettez, j'aurais 2 petites questions. Allez, rapidement. Parce que c'est un Alésien et donc forcément... Pour une fois que je suis pas en retard, n'exagérez pas. Non, c'est 2 petites. La première, elle est simple. C'est aujourd'hui, je connais le souci de Carole Delga de justement impliquer l'ensemble des territoires dans sa politique. Et je suis attaché forcément au bassin alésien, étant élu à Alès et Alès Aglo. Quels sont là les investissements ou les accompagnements qui sont faits par la région Occitanie sur le territoire alésien ou ceux à venir? Et la deuxième, elle est un peu plus coquine. Un peu plus coquine. Oui. C'est un hommage à Coralie Molaré. Qui paraît qu'il va revenir. Mais bien sûr, qui sera de retour lors de la prochaine émission. Est-ce que 2026 va être l'année où Djalil Benabdillah va réinvestir le bassin alésien? Vous voulez que je réponde à la première, puis à la deuxième, dans l'ordre? D'abord, c'est une question qui plaît beaucoup à Abdel, et donc rien que pour ça, je trouve qu'elle est très bien. Mais pour venir, Arnaud. Toujours. Je l'ai dit, la région, et Carole Delga m'a donné cette priorité-là, c'est de territorialiser notre économie. Donc, on est auprès de tous les territoires. Le bassin alésien n'échappe pas évidemment à cette préoccupation. J'y suis, comme toutes les équipes, comme notre agence de développement économique. Je donne 3 exemples. La rénovation et l'extension de lycée JBD, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est une 50aine de millions d'euros. Hein. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Les thermes, les VUMAD, le pôle mécanique auquel on a participé. Je peux continuer. On a bien sûr la labellisation, ça dépend de l'État et de la région, des territoires d'industrie. Alès est un territoire d'industrie, comme d'ailleurs le Gard rhodanien. Et donc, il y a un écosystème très favorable pour pouvoir faire émerger des emplois et des nouvelles structures et d'accompagner l'industrie qui est la marque de fabrique de ce bassin. Et donc, vous le saviez, j'étais référent territoire d'industrie quand j'étais élu à Alès et je connais bien donc cette dynamique-là et qui continue aujourd'hui à travers l'agence de développement économique à Alès-Mériapolis avec laquelle on travaille de manière vraiment très fine et très proche. Donc, la région aux côtés des territoires, voilà, c'est des exemples d'investissement très concrets. Et la deuxième question pour terminer. C'était quoi la question? Moi, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai même noté pendant qu'il a dit. Alors, est-ce que je vais investir moi, j'ai pas attendu. Est-ce que vous avez envie de jouer un rôle en 2026? La question, c'est ça qu'il veut poser comme question. Est-ce que je vais réinvestir le bassin alésien en 2026 ou 2025? Je l'investis depuis 2021 qu'on est élu à la région. Je suis auprès du territoire alésien en tant que vice-président de la région à l'économie, à l'emploi, à l'innovation et à la réindustrialisation, comme je le suis dans le Gers, je l'ai dit, dans le Tarn, dans les Hautes-Pyrénées, de manière équitable et je passe 50% de mon temps, on va dire, dans
l'ex-Midi-Pays et 50% de mon temps dans l'ex-LR. L'équipe essaie de surveiller ça. Donc, et je suis en présentiel dans les 13 départements. Il est parti pour tout non, nous je dire vais sans répondre. nous dire la réponse. Mais parce que la question c'était est-ce que je m'investis sur ce bassin? La réponse est oui, je m'investis tout le temps depuis 2021. Est-ce que je vais m'investir? J'attends 2026 pour m'investir. Si vous pensez maintenant à la question sur les élections, évidemment, je vais vous dire honnêtement, encore une fois, je suis sincère. La présidente a dit mon bureau c'est le terrain. Et je m'applique cet adage-là, cette philosophie-là. Je suis sur le terrain, je suis préoccupé honnêtement par des entreprises, et tu le sais Arnaud, qui sont en difficulté aujourd'hui de trésorerie, qui sont en difficulté dans certains secteurs en tension. On a 1000 choses vraiment à gérer que de parler aux citoyens d'Occitanie aujourd'hui d'élections qui ont lieu dans 2 ans. D'autant plus qu'il y a une échéance beaucoup plus importante qui nous attend dans 2 mois. Et je souhaite moi que Claire Fita, qui est mon amie vice-présidente à la culture et à la région et qui est sur la liste aux européennes, puisse être élue parce qu'on a besoin de relais au niveau de l'Europe. L'Europe, je l'ai dit, c'est le quotidien, c'est dans le transport, dans les mobilités, dans la rentrée scolaire, dans un certain nombre d'investissements, on l'a dit, dans le financement des entreprises. Et je vais dire un mot là-dessus, que ce soit dans par exemple le Foster, c'est une garantie du Fonds européen. Et donc Foster, c'est de la trésorerie pour les entreprises. Ça veut dire on prête de l'argent à des entreprises sans caution, sans garantie, et c'est avec des organismes bancaires qu'on fait ça. Dans la première version, la région a mis 100 millions d'euros et ça a fait un levier d'1,2 milliard. 1,2 milliard. Et aujourd'hui, donc, on va repartir sur une deuxième version qu'on va signer bientôt avec 2 organismes bancaires qui doivent dépenser un petit peu d'argent auprès des entreprises qui en ont le plus besoin pour rembourser leur PGE, pour passer le cap et pour ne pas perdre d'emploi et ne pas fragiliser. Donc, les préoccupations sont celles-là aujourd'hui. Nous sommes au travail. Viendra le moment où on va réfléchir sur le rôle de chacun. Voilà, viendra le moment où on va réfléchir sur le rôle de chacun en concertation avec Carole Delga, avec la présidente, en concertation avec notre majorité. Nous sommes structurés en groupe politique et donc aucune décision ne peut se prendre individuellement. L'intérêt général prime et moi je me mettrai toujours à la disposition de l'intérêt général. Je l'ai montré par le passé. Je suis un entrepreneur, un acteur économique, un développeur économique. Je ne suis pas dans les échéances électorales. Merci en Djalil. tout cas pas aujourd'hui. On l'a entendu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos invités d'avoir été là. Je veux dire.